En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Koffler. Ravi de vous retrouver ce matin, Yvan Rioufol, à la veille d'une annonce peut-être de la nomination du nouveau Premier ministre. On ne sait pas, on ne sait jamais d'ailleurs. Emmanuel Macron avait dit au départ qu'il n'y avait que 24 heures normalement d'attente, de consultation. Là, on a largement dépassé les 24 heures. Et puis Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle méthode pour désigner ce nouveau Premier ministre. Mais de quoi s'agit-il, Yvan Rioufol ? Eh bien, vous allez le voir cet après-midi parce que Emmanuel Macron a convié à l'Élysée tous les mouvements politiques qu'il désire consulter avant de prendre sa décision, sauf le Rassemblement national et la France insoumise. Donc, sa nouvelle méthode s'apparente beaucoup à une mascarade démocratique. Si je comprends bien les méandres de la pensée complexe du chef de l'État, cette nouvelle méthode va consister, dans le fond, à manier le gourdin, c'est-à-dire qu'en écartant le Rassemblement national et la France insoumise, le président de la République, qui est, je vous le rappelle, le président de tous les Français, enfin présumé être le président de tous les Français, le président de la République écarte toute une partie d'un peuple et il est, pour répondre à la crise démocratique qui naturellement assaille aujourd'hui le débat public, il rajoute encore plus de crise de la démocratie afin de ne pas représenter toute une partie d'une population qui demande à être représentée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait annoncé dès jeudi soir dernier, après la démission de Michel Barnier, en dénonçant un front anti-républicain chez ceux qui avaient voté la censure. Or, de voter une censure, c'est certes un acte de défiance, mais ce n'est pas un acte anti-républicain, parce que c'est une procédure qui est prévue par la Constitution. Donc, si l'on voit... si vraiment le président de la République, et ce qui semble être le cas, va au bout de ce raisonnement absurde, on est obligé de remarquer qu'il engage le faire avec toute une partie de son peuple. Alors même, encore une fois, j'insiste pour leur préciser qu'il est présumé être le président de tous les Français. Donc il trahit sa fonction, il opère une sorte de coup de force, de mon point de vue, une sorte de coup d'État. La France insoumise et le Rassemblement national, aux dernières élections présidentielles, c'était à peu près 50% de l'électorat. Donc c'est une folie furieuse que de vouloir écarter ceci. Et le Rassemblement national lui-même, et je m'en tiens là aux démonstrations du politologue Dominique Régnier, le Rassemblement national représente aujourd'hui 80% de l'électorat de droite. Le Rassemblement national, c'est la droite, avait dit Dominique Régnier dans une interview au Figaro en juillet dernier, je crois. Donc on n'est pas loin... avec cette mascarade démocratique, d'un abus de pouvoir, me semble-t-il. Et je m'étonne d'ailleurs que personne ne proteste de voir que la gauche est en train, effectivement, de vouloir, qui représente simplement 27% de l'électorat, est en train de chercher, avec l'appui du gouvernement, à s'installer maintenant au cœur de ce pouvoir. Ce qui est très étonnant, c'est que plus Macron est jugé indésirable, plus il se fait désirer et plus il essaye de se mettre au cœur de la politique, alors qu'on lui demande justement de s'en écarter. Il représidentialise à nouveau la fonction de la Ve République, alors qu'elle était en train de redécouvrir les vertus du parlementarisme. Donc il y a vraiment une question à poser, mais ça c'est un autre sujet, sur la validité, la légitimité qu'il y a aujourd'hui à avoir un président de la République qui focalise toutes les attentions tous les 5 ans. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir à une réforme de ce système. Enfin bon, passons là-dessus. En tout cas, la raison voudrait
dans la désignation de ce Premier ministre, que ce Premier ministre corresponde, bien entendu, à la sociologie politique de la France, où on parle de Bayrou, on parle de Vautrin, de Lecornu, de Cazeneuve. Bon, Ouais. tous ceux-ci sont des gens qui, naturellement, sont certainement très honorables, mais qui ne représentent pas ce qu'est aujourd'hui la France. Or, le grand paradoxe, c'est qu'a priori, on s'achemine, en plus avec des combinations et des petites cuisines internes, on s'achemine vers un gouvernement qui pencherait à gauche, alors qu'effectivement, cette gauche est devenue très largement minoritaire. Et ceci grâce à cause d'une manœuvre du Parti socialiste téléguidée par Emmanuel Macron, qui serait prêt à lâcher, dans le fond, le front de gauche qui avait permis au Parti socialiste d'exister, afin de constituer un pacte de non-agression, si je puis dire. Moi, je trouve ce spectacle naturellement désolant, et d'autant plus désolant que s'y prêtent également les Républicains, une partie des Républicains qui sont prêts à reconstituer l'UMPS, c'est-à-dire une sorte de coalition entre cette droite-là et le Parti socialiste. Et il me semble, si j'ai bien compris la position très ambiguë de Laurent Wauquiez, que Laurent Wauquiez se prêterait à ce jeu-là. Et en tout cas, il s'est prêté à un jeu désolant en essayant d'écarter Bruno Retailleau, qui n'a pas été reçu à l'Élysée à la demande, paraît-il, de Laurent Wauquiez, afin que Laurent Wauquiez essaye de reprendre un peu de la lumière que Bruno Retailleau lui a prise dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Bref, on voit que tout un petit monde, tous ces petits hommes s'agitent beaucoup pour essayer de défendre leurs précarés, leurs égaux, et laissent tomber naturellement les intérêts de la France. Et tout ceci n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'est la France et de ce qu'a été la France, notamment pendant ce week-end où l'on a vu les grandeurs qui avaient été héritées de ce Moyen-Âge religieux et qui malheureusement nous montrent, me semble-t-il, notre petite. On va parler de Notre-Dame, mais juste une dernière question, Yvan Rieufol, sur ce sujet de la motion de censure et de la nomination du nouveau Premier ministre. Vous dites effectivement que là, pour l'instant, le gouvernement risque de basculer à gauche. En tout cas, c'est ce Oui. vers quoi tend, en tout cas, les consultations d'Emmanuel Macron. C'est de fait, je pense aussi, scandaleux qu'ils ne reçoivent pas ni la France Insoumise, ni le Rassemblement National. Mais le fait que ça penche à gauche, est-ce que c'est pas aussi de la faute, d'une certaine manière, du Rassemblement National, qui ne se bat pas pour ça? Ils l'ont dit d'ailleurs, ils ne veulent pas envoyer un Premier ministre de leur propre camp, c'est-à-dire qu'ils laissent toute la place de toute façon à la gauche, en fait. On peut supposer, en effet, que le Rassemblement national pêche par orgueil et ne veuille pas s'adjoindre à tout un système dont il prétend être l'alternative. Le Rassemblement national a choisi la rupture. Alors ça peut se discuter. Moi-même, ici même chez vous, la semaine dernière, j'avais dit ne pas avoir compris vraiment la légitimité de cette brusque motion de censure qui, me semble-t-il, aurait pu être évitable. D'ailleurs, elle aurait pu être évitée si Barnier avait lâché sur l'indexation des retraites, donc sur un petit détail, parce que quand j'entends le Rassemblement national dire qu'ils ont fait une censure libérale, en fait, ils étaient prêts à laisser passer cette politique pour un petit détail. Donc, en effet, on peut faire ce reproche au Rassemblement national, mais il me semble malgré tout que le Rassemblement national, dans toutes les formations politiques, est la formation qui est la plus lisible, en tout cas. Alors, et ensuite, je pense que après que le pouvoir ait annoncé des apocalypses si la censure était votée, et voyant que cet apocalypse n'arrive pas, sans doute le Rassemblement national espère-t-il également démontrer dans le fond que cette politique de la peur est une politique fictive et qu'il est temps aujourd'hui de regarder les choses en face. Donc je plaide les circonstances atténuantes, si vous voulez, sur ce coup de force, malgré tout, ce coup de poker qui a été celui de Marine Le Pen. En 2 minutes, Yvan Rieufol, vous parliez de la réouverture effectivement de Notre-Dame de Paris, de cet événement mondial en fait. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron pourra bénéficier d'un effet Notre-Dame ? Il l'espère sans doute, mais enfin naturellement ça n'abuse personne. On sait très bien que cet effet Notre-Dame ne sera qu'une parenthèse. On peut lui reconnaître en effet d'avoir participé par son énergie à la reconstruction
de Notre-Dame, mais on peut aussi lui faire le reproche, en tout cas moi j'ai fait le reproche, d'avoir participé avec la même énergie à la destruction de ce qui concerne de l'unité française, de la France, de son peuple, de la nation. Et donc, je pense que cet effet d'optique ne trompera personne, d'autant que dans cette confrontation avec le catholicisme, malgré tout, il aurait pu, à l'occasion de cette inauguration, faire une sorte de mea culpa. Or, encore une fois, ce président de la République n'accepte pas de se remettre en question et plutôt que de reconnaître sa propre responsabilité dans le désordre démocratique d'aujourd'hui, il a accusé à nouveau, on en a parlé tout à l'heure, le Rassemblement national et la France insoumise d'être responsables de ce chaos, alors que c'est lui-même qui a ouvert les vannes à ce tumulte avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Pour aller très vite, si on a peu de temps, je pense qu'au contraire, d'abord, la grandeur de Notre-Dame a montré la petitesse de ces petits hommes politiques d'aujourd'hui, et puis surtout la présence de Donald Trump et de Elon Musk ont montré ce qu'étaient effectivement des hommes politiques d'envergure aujourd'hui, qui sont des hommes politiques qui deviennent des hommes forts, qui sont presque pris comme modèle paradoxalement par tous ceux qui leur crachaient dessus. Enfin, je parle de Donald Trump, tous ceux qui voyaient jusqu'alors Donald Trump comme étant un clown ou cheveux jaunes. Et en fait, à voir ne serait-ce que les regards admiratifs de toute la classe politique sous la nef de Notre-Dame quand Trump s'est assis, ainsi que Elon Musk, cela a fait comprendre effectivement qu'il y avait une attente, en tout cas, d'une autre renaissance, cette fois d'une renaissance de la nation américaine, Make America Great Again, et on attend d'un homme politique qu'il pourrait reprendre ce slogan à la française en disant de refaire la France grande comme elle était auparavant, et en tout cas grande comme elle était au Moyen-Âge, quand elle pouvait être le symbole de cette culture occidentale. Oui. Bon, je pense que la France peut renaître, mais certainement pas avec ces petits hommes-là. Bon, merci dit. Merci beaucoup Yvan Rioufol. À la semaine prochaine.